Louis XVI est une des figures incontournables de l'année 1789, autant parce qu'il est à l'initiative de la réunion des États généraux que parce qu'il perd ses prérogatives de monarque absolu face à une accélération inédite de l'histoire. Bien que réformiste, il peine à comprendre les ressorts des événements, oscillant entre intimidation et refus de verser le sang. Débonnaire pour certains, complexe pour d'autres, il laisse par ses actions irrésolues la voie pour une intervention du peuple à Versailles. Les 5 et 6 octobre 1789, des milliers de Parisiennes se rendent à Versailles et ramènent le roi et sa famille à Paris. Le souverain devient captif de son peuple et la capitale est désormais le cœur de la Révolution. La désacralisation du roi est en cours. Depuis la réunion des États généraux, Louis XVI n'a pas réussi à stopper le processus révolutionnaire. Pourtant, le 5 mai 1789, alors qu'il apparaît en grande pompe avec son grand manteau de l'ordre du Saint-Esprit, son chapeau à plumes et ses diamants dont le régent a 137 carats, le souverain est imposant et la royauté puissante. Personne, à ce moment-là, y compris parmi les députés du tiers-État, ne défendent des idées anti-royalistes. Même un mois après, lors du serment du jeu de paume, les députés crient « Vive le roi !» Alors, comment, peu à peu, la figure du souverain passe au second plan, comment son sort lui échappe. En 1789, la société d'Ancien Régime est à bout de souffle, et Louis XVI, le 33e Capétien, le 5e Bourbon, semble manquer de vue politique. Il tergiverse dans ses relations avec la nouvelle Assemblée, et tente un coup de force le 23 juin, puis finalement accepte cette dernière. Il doit en plus vivre une situation personnelle très douloureuse. Depuis 1 an, le dauphin, Louis-Joseph Xavier François, est malade. Ses vertèbres sont déplacées, sa taille dérangée, et la tuberculose l'affaiblit peu à peu. Le 4 juin 1789, il meurt à Meudon à 7 ans et 3 mois. Louis XVI fait alors preuve d'une douleur discrète qui ne facilite pas le rapprochement entre lui et le tiers-État. Le 14 juillet 1789, il chasse à Versailles et note dans son journal « Rien ». Ce n'est que le soir, informé par le duc de La Rochefoucauld, qu'il est au courant de la prise de la Bastille. Il pense à une révolte, mais son conseiller, selon la légende, lui répond « Non, sire, c'est une révolution ». Les jours qui suivent, il est soumis à des choix cruciaux qui le mettent dans l'embarras. Le roi pense fuir vers l'est, vers Metz probablement, mais De Broglie l'en dissuade. Louis XVI fait alors une volte-face considérable en se rendant le 17 juillet à l'hôtel de ville de Paris pour se montrer au peuple. Après avoir reçu les clés de la ville, porte de Chaillot, accompagné de 100 membres de l'Assemblée nationale, Louis XVI est reçu par le maire Jean-Sylvain Bailly et il y arbore la nouvelle cocarde tricolore, symbole de la nation, qu'il place sur son chapeau. On décide alors de lui ériger une statue en tant que roi restaurateur de la nation. Une partie de la haute noblesse émigre alors, le comte d'Artois, le prince de Conti, la famille Polignac entre autres. Et dans cet entre-deux, entre monarchie absolue et monarchie constitutionnelle, une atmosphère étrange s'installe à Versailles. Un silence teinté d'inquiétude envahit le château, alors que le rituel monarchique n'est plus respecté. Necker revient le 29 juillet. Au mois d'août et de septembre commencent à se dessiner les contours du futur régime. Mais se pose une question essentielle. Quelle sera la place du roi dans la nouvelle constitution ? Les nobles libéraux, comme Mirabeau et les bourgeois modérés, voudraient que le souverain ait une partie du pouvoir législatif sous la forme d'un droit de veto permanent. A l'inverse, d'autres, comme Sieyès, s'orientent vers une subordination complète de l'exécutif au législatif. C'est finalement la solution intermédiaire qui est retenue, celle du veto suspensif à durée limitée, à condition que Louis XVI accepte les arrêtés du 4 août sur l'abolition des privilèges, comme le texte de la Déclaration des droits de l'homme, suivi des 19 premiers articles de la prochaine Constitution. Le roi, sans s'opposer à l'esprit général du 4 août 1789, souhaite quelques modifications, ce qui offusque l'Assemblée. Alors que Louis XVI est assez réticent sur la Déclaration des droits de l'homme, la jugeant trop abstraite, il donne un avis favorable sur les articles de la future Constitution, à condition que son pouvoir exécutif reste un pouvoir fort. Ces réponses sont alors très mal perçues par l'Assemblée, qui considère que le roi doit se soumettre à elle ou abdiquer, d'autant que certains députés parmi eux ne voient pas d'un mauvais œil
Un changement dans la dynastie au profit du duc d'Orléans, cousin de Louis XVI. Dans l'ami du peuple de Marat, au club des Cordeliers, le roi commence à avoir un surnom, celui de Monsieur Veto, tandis que l'on exècre son entourage, en particulier Marie-Antoinette et ses proches. La situation économique n'aide pas. Les récoltes ont certes été bonnes durant l'été 1789, mais la soudure est une période critique en ville où on attend les nouveaux grains. Les files d'attente ne cessent devant les boulangeries, et les femmes manifestent réclamant du pain. De la disette, elles ont peur qu'elle ne devienne famine. C'est alors qu'une fête met le feu aux poudres à Versailles. Le 1er octobre, les soldats du régiment de Flandre, récemment arrivés au château pour assurer la sécurité, sont reçus par les officiers des gardes du corps du roi dans la salle bleue et or de l'Opéra Gabriel. L'arrivée du roi et de la reine, ainsi que du dauphin imprévu à cette fête, donne lieu à un débordement d'enthousiasme. On crie « Vive le roi, vive la reine, vive le dauphin !» Mais sacrilège, on ne pense pas à faire un toast à la nation. Dès le lendemain, une rumeur colportée par le courrier de Versailles à Paris d'Antoine Gorzas dit que dans un moment de débauche, la cocarde tricolore aurait été foulée aux pieds devant le souverain par les gardes et que ces derniers auraient alors arboré la cocarde noire, celle de la reine Marie-Antoinette. À Paris, c'en est trop. On se sent insulté et Marat, comme Camille Desmoulins, appelle à prendre les armes. Au matin du 5 octobre, des femmes se rassemblent en masse à l'hôtel de ville. Elles sont furieuses. Il leur faut du pain. Bientôt, elles sont 6000 armées de fusils, de crocs de fer. Devant le cortège se trouvent 3 canons et des barils de poudre pris au Châtelet. Elles décident de se rendre à Versailles pour porter leurs doléances au roi et à l'Assemblée. Nombreuses sont sans le sou, marchandes de rue, ouvrières, blanchisseuses. S'y mêlent des hommes, des durs à cuire, décidés à en découdre avec les gardes du roi. Le héros de la guerre d'indépendance, Lafayette, réagit. Il ne veut peut-être pas laisser le mouvement déraper. Il demande à la Commune de Paris de se rendre lui aussi à Versailles. Mais il apparaît hésitant, peu alerte, et il suit les 20 000 hommes de la milice nationale plutôt qu'il ne les commande. Vers 11 h, Marie-Antoinette est encore en son hameau quand on lui prie de rentrer prestement au château. On avertit aussi le roi qui est à la chasse. Comme le comte de Luxembourg lui dit prêt à intervenir militairement contre cette foule féminine, Louis XVI réplique « Tirer sur des femmes, vous n'y pensez pas ?» À 4 h de l'après-midi, le cortège parisien arrive enfin devant la salle des menus plaisirs. Le temps n'a pas été de la partie, les femmes sont grelottantes, épuisées, leurs guenilles boueuses. Le jeune Stanislas Maillard, un personnage équivoque, monte à la tribune de l'Assemblée avec une vingtaine d'entre elles. Dans un brouhaha où sont criés « Les gardes du roi à la lanterne !»« À mort l'Autrichienne !» on demande le départ du régiment de Flandre et on exige que les convois de grains arrivent bien jusqu'à Paris. Vers 4 h 30, des femmes sont à l'entrée du château dont les grilles sont sécurisées par les gardes du corps qui subissent injures et menaces. Le président de l'Assemblée Mounier est reçu par le roi avec 5 parisiennes. Pour la première fois depuis le début de la Révolution, le monarque est en contact direct avec la foule et avec son peuple. Il demande à la délégation ce qu'il souhaite. Louison Chabry, une jeune femme de 17 ans, épuisée par le voyage, lui répond « du pain ». Puis, elle s'évanouit. On fait venir un verre de vin tandis que le roi se penche sur elle. Cette dernière revient à ses esprits et demande à baiser la main du roi, ce à quoi Louis XVI rétorque « vous valez mieux que cela ». Puis, il l'embrasse sur les joues. Le roi dicte alors des ordres pour qu'on fasse venir les blés de Senlis et de Lagny. Un peu plus tard dans la soirée, après avoir encore une fois pensé fuir vers Rambouillet, il accepte finalement la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. À minuit, Lafayette arrive à Versailles et rassure le monarque en se portant garant de sa sécurité, confiée désormais à la milice nationale. Pourtant, à 6 h du matin, le lendemain, c'est la stupeur. Des femmes ont réussi à rentrer par la porte de la cour des princes. 2 gardes ont la tête tranchée et un groupe furieux apparaît dans la salle des gardes de la reine, voulant faire subir à cette dernière le même sort. In extremis, la souveraine est entraînée dans un passage secret en soupirant, mais que leur est fait. Elle retrouve le roi dans sa chambre, ainsi que le reste de la famille royale. Les cris provenant de l'extérieur ne rassurent personne. On entend « Le roi à Paris, à mort l'Autrichienne !» Lafayette converse alors longuement avec le roi.
Peut-être est-ce à ce moment que Louis XVI se décide à quitter définitivement Versailles pour Paris. Quand Lafayette veut avertir le peuple au balcon, on exige de voir le roi. Celui-ci s'y résigne en apparaissant devant la foule en armes qui crie « Vive le roi !» et « À Paris ! À Paris !» Puis, la foule réclame la reine qui apparaît à son tour. Un silence pesant se fait, rompu par Lafayette qui déclare « La reine est fâchée de voir ce qui se passe sous ses yeux. Elle a été trompée. Elle promet qu'elle ne le sera plus. Elle promet d'aimer le peuple, d'y être attachée comme Jésus-Christ à son Église. » Marie-Antoinette lève alors 2 fois la main et la foule versatile change d'attitude. On crie « Vive le roi, vive le dauphin !» La famille royale est désormais captive de son peuple. Le voyage pour Paris va durer 7 heures. Le roi et la reine et leurs enfants voyagent dans un grand carrosse rouge et or. Devant le cortège, on porte les têtes des 2 gardes assassinés. On apporte aussi du blé et de la farine pour la capitale, ce qui fait dire à certains qu'on ramène à Paris le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Jamais le roi et la reine ne vont revoir Versailles. Avant de s'installer au palais des Tuileries, Louis XVI doit d'abord passer à l'hôtel de ville pour paraître aux fenêtres. Il n'est plus roi de France, mais roi des Français. Et l'année 1789 va s'achever après des bouleversements sans précédent, comme l'affirmation d'une Assemblée nationale, l'irruption du peuple lors des journées révolutionnaires du 14 juillet et des 5 et 6 octobre, et enfin l'amorce d'une monarchie constitutionnelle, véritable pari sur l'avenir.